Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous parle du UFC 315 qu'il y a eu à Montréal. Vraiment, toute une carte, on a vraiment hâte de vous en parler. Donc on commence avec la carte pré-préliminaire et tout un premier match pour cette carte de l'UFC à Montréal. C'était Begzat Almakhan contre Brad Katona. Un match extrêmement rapide au premier round. Almakhan avec tout un KO. Et vraiment, je pense que ce style de match-là nous montre que les matchs pré-préliminaires méritent d'être regardés. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, premièrement, c'était extrêmement important de commencer la carte avec un combat qui était assez intéressant. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas trop Almakhan et Brad Katona. C'est normal. Souvent, dans les pré-préliminaires, c'est souvent des combattants qu'on voit un peu moins. Mais c'est important de commencer, je pense, la carte avec vraiment un combat que les gens allaient se rappeler, si on veut. Ça fait quand même presque 10 ans que l'UFC n'était pas venu à Montréal. Donc, c'était très important, vraiment, je pense, de commencer avec un bon combat. Puis c'est vraiment ce qu'on a eu, un KO quand même assez rapide à 1 minute 4 du premier round. Katona qui avait bien commencé, je trouvais le combat, il était quand même bien présent, mais Almakhan est vraiment trop puissant, vraiment un prospect très important à surveiller prochainement dans les poids coqs. Ce qui était vraiment important, comme Étienne a dit, de commencer la carte forte de même, c'est parce que plusieurs gens ont jugé les cartes à Montréal cette année. Après 10 ans, ils disaient que c'était une carte un peu plate, puis que les billets étaient beaucoup trop chers pour la carte qu'on avait. Commencer les pré-préliminaires avec un KO en 1 minute 4, c'est excellent. Almakhan, qui avait perdu son dernier combat contre Nurmagomedov. Donc, bravo à lui, c'était un combat impeccable. Pour le deuxième combat de cette carte pré-préliminaire, c'est Lee Jong-young qui a combattu contre Daniel Santos. À la base, Lee Jong-young était supposé affronter Gavin Tucker, mais ça a été annulé. Et Daniel Santos, lui, faisait un retour depuis quelques temps qui était absent. Puis c'est lui qui a gagné par décision au troisième round. Un combat quand même qui a été largement dominé par Santos, malgré que ça faisait quand même assez longtemps qu'il n'avait pas combattu. Donc ça a vraiment été une domination. Lee Jong-young qui avait quand même assez de difficultés contre Daniel Santos. Et ça remet Santos justement sur le chemin de la victoire. Lee Jong-young va falloir vraiment se reprendre au prochain combat. Peut-être que ça sera contre Gavin Tucker que ça a été annulé, qu'on refera ce combat-là dans une prochaine carte. Ça reste toujours à voir. Santos qui ne s'avait pas battu depuis 2023, donc une victoire pour lui en 2025, c'est merveilleux. En plus, en short notice, comme on peut le dire, donc félicitations à lui, ça a fini par décision. C'est pas plate, mais c'est sûr qu'on a mis un KO, une soumission, mais bravo à Santos, un autre combat pas si pire. Et Santos quand même très dominant aussi, c'est quand même 6 mises au sol, 6 minutes 6 secondes de temps de contrôle pour 90 frappes significatives. Donc vraiment, oui c'est par décision, oui c'est pas évidemment pour nous le style de match pas qu'on n'aime pas regarder, mais on aime ça un bon knockout à l'ancienne si on veut, mais vraiment à Santos, un match vraiment impeccable. Pour le troisième match, c'est le Québécois Marc-André Barriault qui affrontait Bruno Silva. Et encore une fois, un knockout au premier round. Marc-André Barriault qui a vraiment fait sonner son public à Montréal au Centre Bell. Et vraiment 14 frappes significatives pour ces 14 frappes au total qu'il a lancé. Donc vraiment, Marc-André Barriault, qu'est-ce que vous pensez de ce gars-là? C'est un gars de chez nous, oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ses performances puis de ses matchs depuis quelques temps? Ben, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, maintenant qu'on regarde son passé, on voit qu'en 2024, il y a 3 défaites consécutives. Donc, pour moi, c'était un peu... Il y avait un peu de la difficulté, disons. Il avait perdu 2 fois en KO en plus. Donc, maintenant, avec sa victoire de samedi, je trouve qu'il a remonté. Pour moi, il mériterait d'autres combats. Barriault, un de nous. Je suis très contente pour lui qui a fait sonner la foule. Donc, un beau KO. Et pauvre Silva qui est parti avec une grosse blessure. On espère qu'il est correct, malgré qu'on est très content pour Barriault. C'était vraiment important pour Marc-André Barriault de gagner ce combat-là. Comme Chloé vient de dire, c'était 3 défaites
à ses 3 derniers combats. C'était extrêmement difficile. En plus des KO qui ont été quand même assez rapides au début des combats qu'il y a eu. Puis vraiment, on a vu ce que Marc-André Barriault pouvait faire du côté du combat debout dans ce combat-là face à Silva. Vraiment, il a vraiment dominé. Il a amené Silva sur la cage, puis il est allé de coup de coude, mais coup de coude foudroyant sur le crâne de Silva. D'ailleurs, on voit sur la reprise, si vous voyez bien, qu'il y a même une fissure qui s'est faite sur le crâne de Silva. C'est pour ça d'ailleurs qu'il quitté le Centre Bell sur une civière. Mais vraiment, on a vraiment vu Marc-André Barriault, comme son surnom, Powerbar l'indique, vraiment dominer son adversaire debout avec d'excellentes frappes et d'excellents coups de coude. C'est vraiment un combat très impressionnant de Marc-André Barriault et c'était très important qu'il y ait ce résultat-là, si on veut. Peut-être pas un résultat aussi rapide, mais de l'avoir fait aussi rapidement et par KO, c'est encore mieux pour lui et pour son avenir dans l'UFC, qui était peut-être en jeu avant le combat, mais maintenant, clairement, qui est revenu dans les bonnes grâces de l'UFC. Et quand même, Barriault, c'est quand même une 17e victoire, donc a monté son dossier à 17 victoires et 9 défaites, lui qui ne s'était pas battu depuis le 2 novembre 2024. Allons-y maintenant avec la carte préliminaire. Donc le premier combat de cette carte préliminaire, c'était Navajo Sterling contre Ivan Erslan. Et vraiment tout ce qu'il y a à dire, vraiment domination. Ce sera le mot que je vais utiliser pour ce match. De la part de Sterling, c'est 124 frappes au total, 110 frappes significatives, 3 amenés au sol réussis, avec un temps de contrôle de 3 minutes 1. Ça a été une décision unanime à la fin des 3 rounds. Donc vraiment Sterling... le vainqueur sans vraiment se poser d'autres questions pour ce combat-ci. On va tout de suite sauter vers Modestas Bukauskas contre Ion Cutelaba, qui, ce match-ci, c'est aussi fini en décision après 3 rounds. Modestas Bukauskas qui a été le vainqueur, malgré quand même un très bon match de Ion Cutelaba qui a mené avec le total de frappes ainsi que les frappes significatives et ainsi que le temps de contrôle. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la bonne décision a été prise pour ce match-ci? Moi, je crois vraiment que Cutelaba s'est fait voler le combat. J'ai l'impression que normalement, ça aurait dû être lui qui aurait gagné par décision. Avec ce que j'ai vu, avec les statistiques, bon, bien sûr, il faut se rappeler que les juges, eux, n'ont pas le droit aux statistiques quand ils prennent leurs décisions, mais je pense vraiment que au niveau de ce qu'on a vu du combat, Ion Cutelaba était, selon moi, celui qui devait remporter la décision. Je veux pas dire que Bukauskas méritait pas non plus. Il a quand même fait un combat correct, mais j'ai l'impression que Cutelaba avait le dessus sur lui. Puis regarde, si on regarde la fiche de Cutelaba, il n'a pas toujours été dans les bonnes grâces des juges. 19 victoires, 11 défaites, une nulle et un sans décision. Donc vraiment... c'est difficile pour lui, malgré que c'est un favori de la foule. C'est pour ça encore qu'il est présent malgré 11 défaites. Mais je pense vraiment qu'il s'est fait voler le combat très, très solidement. Puis même, si vous avez regardé en direct, Daniel Cormier a même dit que les juges avaient vraiment fait une erreur sur cette décision-là. Mais qu'est-ce qu'on veut? Quand les juges ont pris la décision, on ne peut pas revenir en arrière. Puis malheureusement, Cutelaba a perdu ce combat-là face à Bukauskas. Bukauskas, après ce combat-là, c'est sa 3e victoire consécutive. Il s'avait battu le 22 février 2025. Il a gagné par KO, round 1 en 2 minutes 12. Donc félicitations à lui, comme Étienne a dit. Moi aussi, je pense que c'était un vol. Mais bon, c'était clairement le favori des juges. Si on regarde leur fiche, Cutelaba, il n'y a pas vraiment de chance avec les juges. Et encore une fois, c'était une décision qui n'était pas unanime. C'était une décision partagée. Donc encore là, on peut se faire voler un match avec la décision partagée qui n'est pas une science exacte. C'est vrai, c'est toujours difficile. Quand tu vas en décision, quand tu réussis pas à finir ton combat... c'est toujours dangereux d'aller en décision. On ne sait jamais ce que les juges vont voir. Il y a des juges qui sont excellents. Il y en a parfois que ça laisse vraiment à désirer. Puis dans ce combat-là, ça a été malheureusement des juges qui laissaient à désirer. Puis qui ont volé vraiment, selon moi, la victoire à Ion Cutelaba. Allons-y maintenant pour notre prochain match. C'était Jessica Andrade qui était classée quand même numéro 7 dans sa division. Un assez bon dossier quand même.
de 26 victoires, 13 défaites à ce moment-là. Elle se battait contre Jasmine Jasdevicius et quand même un match assez surprenant. C'est un match qui a fini dans le premier round et c'est Jasdevicius qui a gagné par soumission. Donc Andrade qui a eu sa 14e défaite en carrière et c'est d'ailleurs une deuxième défaite consécutive. Sa première défaite qui remonte au 7 septembre quand même 2024 qui a été par décision unanime. Mais c'était ce match-ci par soumission en premier round. Qu'est-ce que vous pensez de Andrade? Est-ce qu'on est déçu de sa défaite ou c'est vraiment une surprise de voir Andrade taper aussi facilement en un seul round? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Premièrement, c'est un résultat excellent pour Jasmine Jasdevicius qui commence vraiment à être une contender sérieuse pour les poids mouches féminins. Mais c'est quand même très surprenant que Jessica Andrade, quand même une pionnière, je dirais, des combats UFC chez les femmes, de se faire dominer de la sorte, surtout au premier round. Jessica Andrade qui, depuis quelques combats, on voit qu'elle a beaucoup plus de difficultés qu'elle avait avant. Elle a quand même été championne, elle fait 2 divisions. Mais depuis quelques combats, comme je dis, c'est beaucoup plus difficile. Mais vraiment, ce combat-là a été pour moi une très très grande surprise parce que de se faire soumettre à 2 minutes 40 du premier round, j'aurais pas gagé là-dessus, je dirais. Mais Jasmine Jasdevicius vraiment commence à être une aspirante très 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 sérieuse pour les poids mouches féminins. Puis ça va être très intéressant de voir ce qui va arriver par la suite grâce à cette belle victoire qui, d'ailleurs, l'a propulsé au 7e rang au classement des poids mouches, puisque Jessica Andrade, avant le combat, était numéro 7 dans la division. Comme Étienne l'a dit, Jasmine Jasdevicius commence à être dangereuse. C'est sa 4e victoire consécutive. Très bonne au sol, comme on le voit. Soumission round 1 en 2 minutes 40, c'est incroyable. Elle commence à faire peur un peu dans cette division-là. J'espère la voir plus souvent parce que c'est quand même très intéressant à la voir. 14 victoires, 3 défaites, une fiche incroyable. Donc, bravo à elle. J'aimerais ça la voir plus souvent. Et allons-y pour ce dernier combat de cette carte préliminaire. Et non le moindre, c'est Mike Malott qui se battait contre Charles Radtke. Et oh mon Dieu Seigneur, Mike Malott, quel combat. Il a fait vraiment payer Charles Radtke de sa poche, vraiment, toute une gauche en 2e ronde pour tout un knockout. Charles Radtke, lui, qui avait été un peu, disons, baveux, même pendant la poignée de main qui se passe avant les événements du UFC. Vraiment, Radtke a commencé à être un peu... Non, baveux est le bon mot. Il a vraiment payé de sa poche à l'UFC au Centre Bell. Mike Malott, vraiment tout un combat avec 36... frappes au total, 36 frappes significatives. Vraiment, si vous avez la chance, allez revoir ça sur n'importe quel réseau social. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance-là de Malott? Moi, je pense que c'était vraiment important pour Mike Malott de remporter ce combat-là, peu importe la façon, parce que c'est quand même, selon moi, depuis que Georges Saint-Pierre a quitté l'organisation pour sa retraite, je pense que Mike Malott, pour le moment, c'est le Canadien qui est le plus respecté et le plus aimé dans l'UFC. Puis, on a vraiment vu ce que Mike Malott était capable de faire dans ce combat-là. Ça a été un premier round quand même très intéressant. Du côté des deux combattants, Mike Malott, qui, selon moi, a quand même eu le dessus lors du premier round. Mais c'est vraiment au 2e round, là, dès que ça a commencé, Mike Malott qui a mis beaucoup de pression. Puis, comme Jay a dit, il a atteint Radtke avec une droite très très solide, puis après ça, il est allé finir le combat au sol avec des hammer fists très puissants. Radtke était vraiment dans la brume, c'est ce qu'on peut dire. Ça a été vraiment un très très bon combat, un très gros résultat pour Mike Malott. C'est vraiment intéressant ce qu'il réussit à faire. 12 victoires, 2 défaites seulement. Ça va être vraiment intéressant de voir aussi ce qui va arriver avec lui dans les prochains mois, les prochaines années, voir si l'UFC va vraiment pousser Mike Malott à aller plus haut, puis peut-être avoir une chance au titre des poids mi-moyens. Ça va être vraiment intéressant. Est-ce qu'il va réussir? Peut-être pas, parce que vraiment cette division-là est quand même très, très, très stacked up. Mais
je pense vraiment que Malott peut avoir certaines chances à au moins grimper dans les classements. Puis avec ce combat-là, c'est sûr que maintenant, il y a plusieurs autres adversaires qui vont maintenant vouloir affronter Mike Malott et voir s'ils peuvent le battre et vraiment l'effacer du portrait des mi-moyens. Un combat très important pour Mike Malott, sa deuxième victoire consécutive, que le dernier combat, il avait gagné par décision, et là, il nous montre tout le contraire par un KO, round 2 en 26 secondes, donc tout au début du round 2. Donc, comme Étienne a dit, tout ça montre que d'autres combattants vont vouloir le battre et le mettre à terre pour montrer tout le contraire de ce que le KO nous a montré. Grâce à ce KO-là, je suis sûr que plusieurs gens veulent le revoir dans le ring. Donc, un combat très intéressant. On a même crié tellement que c'était fou. Donc oui, Mike Malott, on veut le revoir. Et ce sera très intéressant de voir ce qu'il peut nous montrer prochainement. Allons-y maintenant avec la carte principale du UFC 315 au Centre Bell, qui était vraiment en feu, vraiment tout un public, vraiment, c'est vraiment pas tous les jours qu'on peut avoir un événement UFC à Montréal. Donc le public en a profité et on en a profité aussi d'ailleurs. Et ça a commencé avec Benoît Saint-Denis contre Kyle Prepolek. Et ça l'a fini au deuxième round. Benoît Saint-Denis qui gagne par soumission. Et juste en voyant la fiche des statistiques, vraiment, on voit que Saint-Denis, ça a été une domination avec ses 77 frappes au total, 54 frappes significatives, 3 mises au sol, 2 tentatives de soumission, 5 minutes 32 de temps de contrôle. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Saint-Denis dans ce début de carte principale? Saint-Denis, tout un combattant, honnêtement, après 2 défaites consécutives, enfin une victoire en soumission, donc une victoire très importante pour Benoît Saint-Denis qui a fait sauter la foule au Centre Bell. En plus, par soumission en round 2, 2 minutes 35, tout un combat avec une fiche pas si pire, 14-3. Donc, Benoît Saint-Denis, comme j'arrête pas de le dire depuis tantôt, tout un combattant. J'ai hâte de le revoir dans le ring. Avec des combattants extrêmement incroyables. J'ai hâte de voir le prochain combat que Saint-Denis va affronter prochainement. Comme vous avez dit, c'était vraiment important pour Benoît Saint-Denis de revenir sur le chemin de la victoire après ses 2 grosses défaites par KO face à Dustin Poirier et Renato Moicano. Puis vraiment, de la première minute du round 1 jusqu'à la deuxième minute 35 où il a réussi à soumettre Prepolek, ça a été une domination complète. Ça aurait même pu finir au premier round, selon moi, si Saint-Denis avait mis un peu plus de gaz dans sa machine. Mais finalement, il a réussi à le faire au deuxième round. Je pense vraiment que lors du premier round, un peu comme il a dit, il a voulu suivre un peu les instructions de ses entraîneurs. Puis au deuxième round, c'est vraiment là où il a explosé et redevenu, si on veut, le Benoît Saint-Denis qu'on connaissait avant ces 2 défaites. Ça a vraiment été toute une performance pour lui et ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va arriver avec lui dans les prochains combats. Après ces 2 défaites par KO, on se demandait ce qu'il allait devenir vraiment avec lui, mais présentement, avec cette grosse victoire, cette grosse domination, ça va être vraiment intéressant de voir ce que le UFC va avoir pour lui prochainement. Allons-y avec ce premier de 2 matchs des femmes dans la carte principale. C'était Alexa Grasso contre Natalia Silva. Silva qui l'a remporté après 3 rounds avec une décision unanime. Totalement d'accord avec la décision. Je trouve que ça a été un match quand même assez serré quand même des 2 côtés, mais je pense que Natalia Silva a vraiment obtenu un meilleur gain avec ce match-ci. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Silva dans ce match? Moi, je pense que c'est un très, très gros upset encore parce que Natalia Silva, maintenant, elle a pris la place de premier rang dans les poids mouches qu'Alexa Grasso avait avant le combat. Puis je dirais que Alexa Grasso, depuis qu'elle a perdu sa ceinture, c'est beaucoup, beaucoup difficile pour elle d'arriver, je dirais pas préparée parce que tous les combattants, quand ils arrivent, peu importe, ils sont préparés, même s'ils se font KO après, on va dire 15 secondes du premier round. Tout le monde est préparé, il faut une préparation quand même. Mais je veux dire, c'est extrêmement difficile pour elle de se mettre dans le combat, puis vraiment de faire 3 rounds de 5 minutes au complet, vraiment sans avoir quelques failles dans son jeu. Puis c'est vraiment ce qu'on a vu ici. Ça a été quand même assez violent du côté de Natalia Silva, qui a vraiment beaucoup d'arsenal, autant avec ses pieds que ses mains, surtout aussi beaucoup de mouvements, elle est toujours en train de bouger, donc ça enlève un peu de compréhension à son adversaire de comment elle va
arriver, soit avec des kicks ou des coups de poing. Puis Natalia Silva a vraiment mérité cette décision-là. Je pense qu'elle a dominé vraiment les 3 rounds au complet. Puis on a vu aussi dans la face à Alexa Grasso, il y avait beaucoup de coupures, beaucoup de sang. Donc vraiment un très très gros combat pour Natalia Silva qui devrait normalement être la prochaine aspirante au titre des poids mouches chez les femmes. Natalia Silva qui montre tout le contraire. Aucune défaite depuis 2022. Donc on voit très bien que, oui, en effet, comme Étienne a dit, sûrement ça va être la prochaine pour la ceinture. Alexa Grasso, je trouve ça dommage un peu. Je l'aime bien. Et comme Étienne a dit, depuis qu'elle a perdu sa ceinture par décision, c'est un peu plus difficile. Peut-être qu'elle a moins de confiance aussi. Elle est un peu plus... Elle est pas vieille, mais elle commence à être vieille un peu. Donc, elle a peut-être perdu le momentum depuis qu'elle a perdu la ceinture. Son but, c'est de le revoir. Mais avec la défaite qu'elle a eue, ça va être très difficile. Elle va devoir montrer tout le contraire. Elle va devoir faire beaucoup plus. Elle devrait s'entraîner beaucoup plus aussi. Donc, je trouve ça vraiment dommage parce que Grasso, je l'aime bien. Mais Natalia Silva, ça va être quelqu'un de nouveau qu'on va écouter, qu'on doit faire attention, puis d'après moi, si elle continue comme elle le fait, d'après moi, ça va être la nouvelle championne. Allons-y avec ce qui est pour moi le match vraiment de la soirée de cette carte de UFC. Ayman Zahabi contre José Aldo, et quel match! Ça a été 3 rounds vraiment époustouflants de A à Z. Tout un combat remporté par Ayman Zahabi par décision unanime et vraiment 99 frappes significatives. Un 3e round vraiment qui a vraiment joué en faveur de Zahabi. Vraiment, José Aldo qui était complètement écrasé de ces 2 premiers rounds-là. Et vraiment, on a vu un José Aldo ensanglanté, littéralement, avec d'énormes coups de coude. Malgré un coup de pied vraiment phénoménal de Aldo en 2e round, c'est vraiment Zahabi qui a repris le momentum avec toute une performance. On aurait peut-être pu voir un autre knockout, mais vraiment, José Aldo ça sera potentiellement la fin de sa carrière, si c'est pas déjà confirmé d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Est-ce que pour vous, c'est vraiment le meilleur match qu'on a eu à l'UFC 315? C'était vraiment tout un match. Moi, je pensais que José Aldo, comme on dit au round 2, il allait l'avoir par KO, mais Zahabi, qu'il n'a jamais abandonné, disons. Et malgré tout ce pouvoir que José Aldo avait mis pour le KO, avait perdu le jus. Disons qu'aussi, il est quand même âgé. Ça fait longtemps qu'il fait de la UFC. Et en plus, il avait déjà pris sa retraite, mais il voulait revenir en force, peut-être pour avoir la ceinture une dernière fois. Mais Zahabi l'empêche, gagne par décision. Mais disons que, je sais pas si vous trouvez ça comme un vol. Il y a du monde qui disent que c'était un vol, ce combat-là. Parce que là, oui, en round 2, il l'avait, puis il était un peu ébranlé, Zahabi. Mais il a pas abandonné. Donc, peut-être que c'était un vol, peut-être pas. Mais José Aldo, ça sent la fin. D'après moi, il ne remontera plus, puis il reviendra plus dans le UFC. Malheureusement, tout un combattant, José Aldo. Moi, je pense, en fait, je suis un peu perplexe parce que moi aussi, j'ai l'impression que peut-être José Aldo aurait dû gagner ce match-là. Je trouve que dans les 2 premiers rounds, José Aldo a vraiment bien dominé quand même. Oui, Zahabi était quand même présent, il était là, il répondait aux frappes de Aldo. Mais j'ai trouvé qu'Aldo, surtout dans le premier round, était vraiment plus imposant, puis il frappait beaucoup plus qu'Ayman Zahabi. Mais je pense que ce qui a fait vraiment pencher la balance, c'est au 3e round, quand Zahabi a amené Aldo au sol, où Aldo, comme vous avez dit, il y avait vraiment plus de jus dans le réservoir, puis Zahabi est allé de plusieurs coups de coude qui ont ouvert d'ailleurs le front de José Aldo, puis où il a commencé à saigner abondamment. Je pense que c'est vraiment là que, je dirais, les juges ont pensé sur Ayman Zahabi. Peut-être aussi au 2e round, à un certain moment où Zahabi a fait un peu plus que Aldo, ça a peut-être aidé aussi à la décision, mais je pense quand même que ça a été un excellent combat. Malheureusement, c'est vraisemblablement le dernier combat, par exemple, de José Aldo, qui est déjà dans le Hall of Fame de la UFC. Donc, ça a été vraiment une grande carrière pour José Aldo. On va s'en rappeler pendant longtemps. Puis comme il a dit, il se retire surtout parce que la perte de poids avant le combat s'est rendue beaucoup trop difficile pour lui. D'ailleurs, il avait manqué la pesée avant le combat, donc on avait ajusté le combat pour aller dans les poids plumes. Donc vraiment, félicitations à la carrière de José Aldo. Mais ce combat-là a vraiment été très intéressant. Puis c'est une très très grosse victoire aussi pour Ayman Zahabi contre un des meilleurs combattants qu'il y a eu dans le UFC à vie, José Aldo. Ouais, vraiment, José Aldo
Shevchenko, un des plus grands, et c'est un nom que vraiment les fans de la UFC vont se rappeler parmi vraiment ceux qui ont vraiment fait la différence dans ce sport. Le premier combat de championnat de l'UFC 315, c'était le combat pour le championnat des poids mouches féminins. Donc c'est Valentina Shevchenko qui défendait son titre contre la Française Manon Fiorot. Et vraiment, pour moi, c'était vraiment one way que Valentina Shevchenko remportait ce match-là. Ça a été quand même assez serré, encore une fois, du round, mettons, 1-3. Mais dès les rounds de championnat, vraiment, Shevchenko a vraiment confirmé sa victoire. Et ça a été aussi le cas pour le prochain match de championnat, mais on va y revenir. Vraiment, les champions de ce UFC-là ont vraiment démontré que c'était eux, les numéros 1, vraiment. Et Shevchenko, avec 7 victoires par décision unanime, vraiment, s'est monté avec un dossier de 25 victoires, 4 défaites et une seule nulle. Vraiment, absolument phénoménal ce que Shevchenko fait dans la division. Et c'est vraiment toute une division stackée, la division des poids mouches féminins avec des femmes comme Natalia Silva, Manon Fiorot qui était l'adversaire de Shevchenko à Montréal, Alexa Grasso, Blanchfield, Mancy Barber, Rose Namajunas, pour en nommer quelques-unes. Donc vraiment des gros noms, des femmes qui font peur, des femmes qui savent frapper sur un corps. Mais vraiment, Shevchenko, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle amène, non seulement dans sa division, mais dans le combat féminin dans la UFC? Moi, je pense qu'encore une fois, on a vu que Valentina Shevchenko, c'est la meilleure, je dirais, depuis surtout le départ de Amanda Nunes, c'est la meilleure combattante dans la UFC présentement. Puis on l'a vu ici avec un combat, selon moi, qui a été remporté de A à Z par elle. Et encore une fois, c'est la 10e fois d'ailleurs qu'elle remporte un match de championnat. Donc c'est pas tous les combattants qui ont réussi à faire ça. Il y en a quelques-uns, dont Georges Saint-Pierre d'ailleurs. Mais c'est vraiment toute une combattante qui, encore une fois, nous a montré que peu importe que ce soit au sol ou debout, c'est vraiment une combattante complète qui va être vraiment très très difficile à déloger au top de la division. Alexa Grasso avait réussi, je dirais pas par chance parce qu'il n'y a jamais trop de chance, il faut vraiment que tu sois bien préparé. Alexa Grasso a pris la chance sur Valentina Shevchenko et elle avait réussi. Et elle a même réussi au combat numéro 2 d'aller décrocher le nul. Mais vraiment, au troisième combat, comme on sait, à Noche UFC, dans la sphère, Valentina Shevchenko avait dominé complètement Grasso. Puis c'est encore une fois un peu ce qui est arrivé ici contre Manon Fiorot. Valentina Shevchenko qui a vraiment dominé. Malgré quelques essais de Manon Fiorot au sol de l'amener vraiment dans d'autres sphères que Manon Fiorot normalement ne va pas au sol. Et vraiment, ça a été partagé, je dirais, du round 3-4 où Manon Fiorot a tenté vraiment d'autres stratégies que de seulement rester debout et vraiment face à face contre Valentina Shevchenko. Mais vraiment, peu importe ce que Fiorot tentait, vraiment, Shevchenko était trop forte pour elle, puis ça s'est paru, surtout avec cette belle victoire par décision. Puis ça va être intéressant de voir. Normalement, la prochaine adversaire pour Valentina, ça sera Natalia Silva. Ça va être intéressant de voir ce qu'elle va pouvoir amener. Et j'espère vraiment qu'elle va avoir regardé ce match-là de Manon Fiorot et pris des notes pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs et d'essayer, elle, peut-être, de remporter le championnat des poids mouches féminins. Ce combat-là était vraiment intéressant. Moi, je pensais que Manon Fiorot allait gagner. Comme on a vu, les rounds 1-3, ça a été très chaud. Mais comme Jay a dit, les autres rounds 4-5, les rounds de championnat, ils ont montré tout le contraire. Valentina, elle a montré qu'elle est dominante, qu'elle veut pas perdre sa ceinture et qu'elle est encore présente dans la UFC. Très bon combat. Dommage pour Manon Fiorot. J'aurais aimé ça la voir championne, je l'aime bien. Mais Valentina, trop puissante, une des meilleures filles. Donc, extrêmement hâte de voir le prochain combat de Valentina. Et allons-y avec le main event du UFC 315. C'était Belal Muhammad contre Jack Della Maddalena. Tout un main event, vraiment. Dans toute cette carte de UFC-là, on a vraiment été choyés. Non seulement, encore une fois, que c'était à Montréal, mais on a eu droit à une carte qui était évidemment pas peut-être la carte, par exemple, du UFC 300. On va s'entendre là-dessus, mais
pour un événement à Montréal, au Centre Bell, c'était vraiment de la tarte. Vraiment, on a été extrêmement choyés de ça. Donc, vraiment, Jack Della Maddalena, qui est officiellement le nouveau champion des poids mi-moyens. Lui et Belal Muhammad, ça a été, disons, un règne assez short and sweet, pour le dire comme ça. Lui qui avait battu Leon Edwards par décision unanime le 27 juillet 2024 pour devenir le nouveau champion des poids mi-moyens. Et ça avait été vraiment, si je me souviens bien, un main event vraiment pas très bon. Et si vous regardez, par exemple, une photo de Belal Muhammad avant le premier round, et si vous regardez une photo de Belal Muhammad à la fin du 5e round, oh Seigneur, une vraie transformation Photoshop, je dirais. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du nouveau champion des poids mi-moyens? Moi, c'est un combat que j'attendais depuis longtemps. J'espérais vraiment que Belal Muhammad allait perdre. C'est pas un combattant que j'apprécie vraiment, surtout parce que sa façon de combattre, pour moi, c'est pas vraiment très intéressant. Comme tu as dit, quand il a réussi à remporter la ceinture, ça n'a pas été vraiment un combat très, très, très excitant. Puis vraiment, je trouve que Jack Della Maddalena, il a vraiment dominé le combat du round 1 au round 5. Il y a eu quelques fois où Belal Muhammad a eu le dessus, ça c'est sûr et certain, mais je pense que dans l'ensemble du combat, Della Maddalena a vraiment été exceptionnel. Il était vraiment préparé. Ça faisait extrêmement longtemps aussi qu'il n'avait pas combattu. Il était blessé depuis, si ma mémoire est bonne, c'était plus d'1 an. Donc, il avait eu le temps de se préparer, de réparer sa blessure et vraiment d'arriver dans ce combat-là prêt. Et il était très prêt et on a bien vu comment sa préparation était excellente. Et vraiment, Belal Muhammad a eu beaucoup de difficultés. Même d'amener au sol Jack Della Maddalena, ça a été extrêmement difficile pour Belal Muhammad, qui normalement, quand ça fonctionne pas debout, va se rallier sur son jeu au sol. Mais Jack Della Maddalena était très bien préparé, puis vraiment au combat debout. Della Maddalena a vraiment, selon moi, dominé au complet pendant les 5 rounds. D'ailleurs, Belal Muhammad, à la fin du combat, avait la lèvre fendue au complet au niveau du milieu de la lèvre. Donc vraiment, je pense que ça a été une clinique de boxe, selon moi, de la part de Jack Della Maddalena pour remporter ce championnat. Et ça va être vraiment très, très intéressant de voir la suite. Est-ce qu'on va voir Belal Muhammad demander un rematch pour sa ceinture? Ça reste à voir. Mais pour l'instant, je pense que le bon champion a été nommé. Et vraiment, ça va être très intéressant de voir ce que Jack Della Maddalena va faire dans les prochains mois, les prochaines années, s'il réussit bien sûr à rester champion. Parce qu'on sait que dans les poids mi-moyens, la ceinture change souvent de combattant assez rapidement. Pour une carte que le monde avait jugée, honnêtement, pour le combat de ceinture que le monde avait jugé, j'ai trouvé ce combat vraiment pas si pire. Moi, j'ai trouvé très intéressant. Muhammad, habituellement, je vais pas dire plate, mais qui est un peu ennuyant. Comme Étienne a dit, sa façon de se battre. Mais Jack Della Maddalena a tout montré depuis qu'il est dans la UFC. Il n'y a aucune défaite. Il montre tout le contraire. Il a dominé le match au complet. Muhammad s'attendait sûrement pas à ça. Lui, il s'attendait sûrement à garder sa ceinture cette soirée-là. Mais Jack Della Maddalena a montré tout le contraire. Oui, il était un peu poqué de la face aussi. Il y avait un bleu d'en face par Muhammad. Mais Muhammad, comme Étienne a dit, sa lèvre était déchirée en deux. Sa face était endommagée. Vraiment tout un combat, plusieurs coups. Moi, je pensais pas que ça allait être un combat de même. Oui, je savais sûrement que ça allait se finir en décision, mais pas autant de sang de même. Donc, vraiment, très bon combat. Je suis très contente pour Jack Della Maddalena. Et comme Étienne a dit, j'ai vraiment hâte de voir les prochains combats de lui, s'il va continuer son winning streak ou s'il va avoir une défaite dans la UFC. Donc, ça reste à voir. Et on verra qu'est-ce que Muhammad aura comme prochain combat. Mais je pense qu'il a besoin de repos. Et je pense qu'il a besoin que sa lèvre devienne normale aussi. Donc, très, très, très bon combat. Aucun regret. Et vraiment, ça a été aucun regret de regarder ce UFC-là. Je vous en passe un papier. Et merci encore une fois tout le monde de nous avoir écoutés. Ça va être la fin de notre épisode de cette semaine. Merci encore de nous avoir écoutés. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on se revoit la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.